passé une bonne nuit après tout ce que vous avez subi hier. Et on va parler ce matin d'un sujet un peu général, qui est donc cette nouvelle médecine qui commence à voir le jour, qui est la médecine régénératrice, grâce aux effets biologiques de la lumière. La lumière va devenir un de vos principaux outils de travail. C'est un sujet auquel il faut impérativement vous intéresser, car ça va devenir quelque chose d'extrêmement important pour vous. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage, comme je le fais à chacun de mes cours, à M. Finsen, car M. Finsen a été le premier à pressentir que la lumière allait devenir une médecine. C'était au début du siècle dernier, et il était norvégien. Il avait un centre de médecine dans lequel il y avait des brancards. Il sortait les malades sur ces brancards pour les mettre sous des plaques colorées. Il n'avait ni laser ni LED évidemment, pour les mettre sous des plaques colorées, car il avait remarqué que la lumière du soleil filtrée par des plaques colorées permettait de traiter certaines maladies. Et un an avant de mourir, il reçut le prix Nobel pour ses travaux, qui étaient très scientifiques et très argumentés. Donc c'est un peu grâce à lui que l'on fait cela maintenant. Je vous propose le sommaire suivant. On va regarder ce qu'est la lumière, parce que c'est bien gentil d'utiliser un médicament. La lumière est un médicament, mais encore faut-il savoir ce qu'il y a dedans. On va regarder la physiologie, l'évolution actuelle. On va faire un peu de clinique et enfin, je vous montrerai un peu de pistes de littérature. Pas la littérature, bien sûr, car il y a des millions d'articles, mais des pistes de littérature. Alors, la lumière médicale, pour en faire l'historique, c'est pas un gadget, comme j'ai tendance à le lire souvent, pour la médecine esthétique. C'est pas du tout ça. La lumière est utilisée depuis 20 ans, d'abord en physiothérapie antalgique et anti-inflammatoire. Ça a été sa première utilisation dans les centres antidouleurs. Les centres antidouleurs, les peines cliniques françaises, les centres antidouleurs sont nés en France il y a 20 ans, 25 ans, sous l'impulsion du professeur Lassner, qui était le patron de l'anesthésie de Cochin. Ensuite, la dermatologie, la médecine esthétique s'est intéressée à la lumière. Cette nouvelle médecine, dite réparatrice, régénératrice, photosensorielle, enfin vous pouvez choisir le mot qui vous convient, l'a enfin utilisée, et la cancérologie vient de s'en emparer avec la PDT. Donc c'est pas un gadget spécialement sorti pour la médecine esthétique, mais quelque chose de parfaitement argumenté et sérieux, avec une antériorité qui commence à être importante. Alors le XXe siècle, que nous avons tous connu ici, a été vraiment le siècle de la lumière. C'est intéressant de le constater parce que nous ne savons ce qu'est la lumière que depuis 1923. Avant 1923, aucun physicien n'était capable d'expliquer ce qu'était la lumière. On va le voir, et c'est un Français, de Broglie, qui en juin 1923 a expliqué pour la première fois ce qu'était la lumière avec sa fameuse théorie de la compatibilité. Donc depuis, avant 1923, personne ne savait. En 1962, le premier laser a fonctionné au New York Institute avec Meyman, qui était un élève d'Einstein. Einstein a inventé le laser sur le papier, mais Einstein est mort en 1955. Il ne l'aura donc jamais vu fonctionner. C'est son élève qui l'a fait fonctionner pour la première fois en 1962. Einstein n'en avait inventé que la théorie. Il a été très frustré de ne jamais le voir fonctionner, mais la vie est ainsi faite. Et puis cette même année, 1962, c'est le Canadien Holonac qui a mis au point la première LED rouge. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans le siècle de la lumière. 1923, on la découvre. 1962, le premier laser fonctionne et la première LED est mise au point. On est totalement dans le sujet. Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que la lumière? Est-ce que quelqu'un peut dire ici ce qu'est la lumière? Eh bien, en fait, jusqu'en 1923, on n'en savait rien. Parce qu'il y avait deux théories qui s'opposaient, et ceci depuis la nuit des temps, qui étaient
la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire. Certains physiciens pensaient que la lumière répondait à un modèle corpusculaire. Bon, à l'époque, on n'avait pas les mots modernes, ils disaient qu'on recevait des grains de lumière dans le visage et que ça nous permettait de voir. On sait maintenant que les grains de lumière s'appellent des photons, mais à l'époque, on ne savait pas. Et d'autres physiciens disaient, mais non, pas du tout. La lumière, c'est pas du tout des grains de lumière, c'est pas des photons. C'est une onde électromagnétique, c'est une onde, à l'époque, on ne parlait même pas d'électromagnétique, c'est une onde que l'on reçoit. Donc, les physiciens se battaient depuis la nuit des temps pour savoir si c'était un modèle corpusculaire ou un modèle ondulatoire. Et je me suis amusé à faire la liste non exhaustive, bien sûr, des théoriciens de ces deux modèles. Alors vous voyez que dans le modèle corpusculaire, il y avait du monde, et il y avait du beau monde. Il y avait Platon, il y avait Alhazen, il y avait Newton. Il y avait Newton qui était persuadé que c'était un modèle corpusculaire. Laplace, et puis dans le modèle ondulatoire, alors ça commence au XIIIe siècle, avec des noms qui ne vous disent rien, mais il y avait Descartes, ça vous dit quelque chose, il y avait Huygens, il y avait Jung, je ne sais pas s'il y a des ophtalmos dans la salle, mais les lampes à fondre de Jung, ça rappelle quelque chose. Il y avait Maxwell, vous vous souvenez de vos études secondaires, et les équations de Maxwell. Il y avait Fresnel, l'élève, et Arago. Alors, c'est pas une erreur dans le tableau que Arago soit des deux côtés. C'est parce qu'il avait tourné sa veste, n'est-ce pas? Ça ne se fait pas qu'en politique, ça se fait aussi en physique. Voilà. Donc, vous voyez que c'était pas simple à résoudre. Et puis, il y avait le vrai père de la physique quantique, qui s'appelle Feynman. Tous les étudiants en physique quantique vont au boulevard Saint-Germain chez Erol acheter leur livre, qui lui était un plaisantin et qui disait que c'était une onde 3 jours de la semaine, un corpuscule les autres jours, et qu'on avait juste le dimanche pour y réfléchir. Richard Feynman est le père de la physique quantique. Alors on était dans le flou, et la réponse, eh bien, c'est les deux. Car il y a eu d'abord la théorie de la dualité, qui a été initiée par Planck et par Einstein, en disant que c'était tantôt l'un, tantôt l'autre. Bon, c'était la dualité. C'était un compromis, comme disent les hommes politiques maintenant. Bon. Et puis, en fait, eh bien, la théorie de la compatibilité a été établie et démontrée et argumentée, bien entendu, en juin 1923 par de Broglie. Et c'est bien intéressant pour vous, si je fais cette historique, c'est pas par hasard. C'est que vous allez vous servir dans votre exercice quotidien des deux caractères, du caractère corpusculaire et du caractère ondulatoire. Le caractère corpusculaire, eh bien, c'est le transport de photons, lesquels photons sont porteurs d'une énergie qui est mesurable de façon extrêmement précise, qui est mesurable en électronvolts. Et puis, le caractère ondulatoire, que l'on n'appelle plus maintenant une onde, mais une onde électromagnétique parce qu'on l'a argumenté, et ces photons vont être transportés par une onde électromagnétique, et médicalement parlant, le caractère corpusculaire, donc les photons vont avoir une certaine action, et l'onde électromagnétique va avoir une certaine action. Dans vos traitements, vous serez amené à privilégier l'un ou l'autre, ou à faire un savant équilibre des deux. Donc, c'est pas pour faire de l'histoire que je vous l'ai raconté comme ça, c'est simplement parce que ça va être la base de votre travail. Le caractère corpusculaire, eh bien, vous le savez tous depuis l'école primaire, que secondaire peut-être quand même, que la lumière est constituée de particules dépourvues de masse et dépourvues de charge qui s'appellent des photons, lesquels photons transportent un certain quantum d'énergie que l'on mesure en électronvolts, et que cet ensemble de particules, enfin de corpuscules photoniques, de photons, forme une radiation électrique qui se propage à une certaine vitesse, 3 multiplié par 10 puissance 8 mètres par seconde, qu'on a appelé depuis vitesse de la lumière. Mais bon, on ne savait pas au début que c'était la vitesse de la lumière, mais quand on a mesuré la vitesse, on a par référence décidé de l'appeler vitesse de la lumière. Avec cette fameuse équation de Planck, qui est mondialement connue depuis vos études secondaires, E égale H nu. E, eh bien, c'est naturellement l'énergie que vous transportez. Nu, c'est la fréquence du rayonnement de cette onde électromagnétique. Et H, c'est la constante universelle de Planck, que tout le monde connaît, 6,626 06957, multiplié par 10 puissance moins 34 si vous prenez le système MKS. Attention,
On est passé il y a 15 ans dans le système international, sous la pression amicale, bien entendu, des Américains. Et pour les plus anciens d'entre nous, je ne parle pas pour les jeunes qui n'ont pas connu cela, mais pour les plus anciens d'entre nous, on faisait cohabiter deux systèmes. On a le système CGS, centimètres-grammes seconde, et l'unité d'énergie, dans ce cas, est le ERG, et on a maintenant le système international qui est en fait le système MKS, mètre kilo seconde, et dans ce cas-là, l'unité d'énergie est le joule. Mais vous verrez encore beaucoup de publications en CGS, d'où l'intérêt de connaître la conversion, donc l'équation de Planck, 6,626 0,6 957 est à 10 puissance moins 27 dans le système CGS et à 10 puissance moins 34 dans le système MKS. Dans le système CGS, c'est des erg, dans le système MKS, c'est des joules. Je vous dis ça parce que si vous faites des calculs et si vous lisez des articles anciens, naturellement, vous n'y retrouverez pas. Alors, voilà pour le caractère corpusculaire. Le caractère ondulatoire, eh bien, c'est une onde électromagnétique avec la fameuse double périodicité, la périodicité temporo-spatiale, c'est-à-dire que cette onde va évoluer, voilà, je fais partir le schéma, à la fois dans l'espace et dans le temps. Quand ça évolue dans l'espace, eh bien, dans le temps, pardon, c'est la fréquence T du rayonnement, autrement dit le nombre de sinusoïdes par seconde, et quand ça évolue dans l'espace, eh bien, c'est la longueur d'onde qui est retenue, comme je vous l'ai un petit peu expliqué hier. Naturellement, il existe une corrélation. Voilà. Vous voyez lambda, la longueur d'onde, et la corrélation lambda égale c, vitesse de la lumière, divisé par nu. C'est extrêmement facile. Donc, vous pourrez identifier cette longueur d'onde de la lumière très exactement comme hier, c'est-à-dire soit en l'identifiant par sa longueur d'onde, soit en l'identifiant par sa fréquence. La mode actuelle est à la longueur d'onde, mais il n'est pas exclu que le balancier change de camp et qu'on revienne aux fréquences. Pour l'instant, on identifie par les longueurs d'onde, parce que c'est la mode. Alors, que faut-il déduire de tout ça? Que faut-il en déduire? Eh bien, il faut en déduire tout simplement que ce modèle photonique permet d'interpréter les échanges d'énergie sans contact entre la lumière et la matière. C'est du Wi-Fi, c'est du Wi-Fi biologique. Il y a si vous me pardonnez cette expression qui n'est pas très scientifique, mais qui est un raccourci, il y a sans contact un échange d'énergie entre la lumière et la matière, tissu biologique. Cette interaction lumière-matière va transférer une énergie que l'on va pouvoir mesurer de façon extrêmement précise, et cette énergie qui est transférée de la lumière à la matière va produire des effets biologiques que l'on va étudier et dont vous allez pouvoir vous servir tous les jours dans votre exercice quotidien. Donc voilà, ce modèle est important parce que vous voyez qu'on va transférer l'énergie lumière-matière sans le moindre contact. Alors maintenant, on va être obligé de regarder un certain nombre de caractéristiques. C'est bien évident qu'il faut s'y frotter. Donc on a des unités radiométriques, on a des unités photométriques. Les radiométriques concernent l'ensemble des ondes électromagnétiques, je l'ai rappelé le tableau d'hier, et les photométriques ne concernent que le spectre de l'œil humain. On va voir, voilà, toujours avec cette dualité longueur d'onde ou fréquence selon ce que vous voulez. Alors pourquoi va-t-on les différencier? Eh bien, ceci est très important, j'en ai déjà parlé un petit peu hier. N'oublions jamais que l'œil ne peut traduire que les couleurs. L'œil, la perception de l'énergie de la lumière par l'œil ne fonctionne qu'entre 400 et 760 nanomètres. En dehors de ça, l'œil ne voit pas. En deçà, il ne voit pas. Au-delà, il ne voit pas. Il traduit donc les couleurs. Il traduit les longueurs d'onde qui sont comprises entre 400 et 760 nanomètres. Tandis que la peau et les organes, ça ne nous intéresse pas dans le sujet qu'on traite aujourd'hui, la peau interprète les longueurs d'onde. Et la peau interprète les longueurs d'onde de toutes les longueurs d'onde disponibles de l'univers. Ça veut dire que l'œil, par exemple, ne traduit que des longueurs d'onde comprises entre 400 et 760 nanomètres,
mais il n'y a probablement pas de radiothérapeute dans la salle parce qu'il ne s'intéresse pas à l'esthétique, mais un radiothérapeute va utiliser les longueurs d'onde à 10 puissance moins 12 que la peau ou l'organe qu'il va traiter va traduire. Donc, n'oublions jamais que l'œil traduit les couleurs, la peau interprète les longueurs d'onde ou les organes, les sons ne sont interprétés que beaucoup plus loin par rapport aux ondes visibles. Donc, vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'œil, sauf s'il y a des ophtalmos, ils ne sont pas là pour ça. Ce qui vous intéresse, c'est la peau, et la peau va interpréter toutes les longueurs d'onde de l'univers, de telle sorte que votre champ d'action est immense. Les unités radiométriques. Je vous rappelle le tableau d'hier, on va le faire très rapidement, mais c'est très important parce que c'est votre outil de travail. Vous avez donc soit les longueurs d'onde, soit les fréquences. Je remets les valeurs, je remets les noms pour vous rafraîchir la mémoire hier, et je remets ce qui constitue les exemples habituels, et vous allez travailler avec toutes ces longueurs d'onde. Le radiothérapeute va travailler avec les rayons gamma, et on est en picomètre, en zétahertz, si vous voulez. Le radiologue va travailler avec des ondes de quelques nanomètres. Quand on fait une radio pulmonaire, je crois qu'on est à 4 nanomètres. Bon, et c'est la vie de tous les jours. Les UV, n'en parlons pas. La lumière visible, donc on va y revenir entre 400 et 760. Ensuite, et ça, elle est sensible à l'œil. Ensuite, on a les infrarouges, les hyperfréquences, les ondes radio, qui sont des ondes audibles et non pas visibles, mais qui sont interprétées de la même façon. Et puis les ultrasons et les sons. Alors le spectre paravisible, celui qu'on va utiliser le plus, alors là il faut bien faire un effort pour essayer de s'y retrouver, parce que malheureusement, le hasard des choses fait que la science, vous savez, s'empile par couches successives. Et une couche supérieure n'élimine pas, c'est pas comme dans un ordinateur, une couche supérieure n'élimine pas nécessairement la couche, n'écrase pas, comme on dit en informatique, la couche inférieure. Actuellement, dans les 2/3 des pays du monde, on parle en nanomètres. Je rappelle qu'un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. 10 puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire qu'un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Bien. Alors, la couleur visible commence par le violet à 400 et se termine par le rouge à 760. Mais si vous lisez des articles, vous allez trouver encore des articles en micromètres, ce que l'on appelait avant des microns. On n'a plus le droit d'appeler des microns depuis qu'il y a le système international. Alors là, on est entre 0,4 et 0,76. Si vous lisez des traductions d'articles issus des pays de l'Est, et même un peu d'Allemagne, ils sont restés en angstrom. Alors là, l'angstrom, 4000 à 7600. Donc attention, quand vous lisez des choses, de toujours bien regarder dans quelle unité on vous donne les valeurs, parce que toutes ces valeurs cohabitent. Par comparaison, le picomètre des radiothérapeutes est à 10 puissance moins 12. L'angstrom est à 10 puissance moins 10, le micron, bien sûr, le micromètre est à 10 puissance moins 6, et le nanomètre à 10 puissance moins 9. Donc attention. Bon, je vais faire disparaître les unités qu'on n'utilise pas en France pour ne garder que le nanomètre, si vous en êtes d'accord. C'est ce qu'on utilise en Europe et aux États-Unis en tout cas. Alors là, vous avez la lumière visible, et puis en deçà de la lumière visible, vous avez les ultraviolets. Au-delà de la lumière visible, vous avez les infrarouges. Et c'est une erreur, c'est incroyable ce que je vais vous raconter, mais c'est quand même vrai, c'est une erreur de langage des physiciens du XIXe siècle. Ils se sont trompés de côté, car en deçà et au-delà, on aurait dû les appeler des infraviolets et des ultrarouges. C'eût été conforme à la langue française. Ça devait être des infraviolets, des ultrarouges. Et puis ils se sont trompés. Ils l'ont fait à l'envers. Il y a une hypothèse qui dit qu'ils l'ont fait avec les fréquences plutôt qu'avec les longueurs d'onde. C'est bien possible, mais ça n'est pas démontré. En tout cas, c'est resté ultraviolet, infrarouge, tout en sachant que ça devrait être l'inverse. Alors, pour la lumière visible, eh bien sûr, selon les longueurs d'onde, on voit d'abord le violet, le bleu, le vert, le jaune, et on termine par le rouge.
Mais pour les autres valeurs, ultraviolet et infrarouge, on n'a pas de point de repère pour les identifier. Donc, eh bien, on les a appelés A, B, C, en partant toujours de la lumière visible, comme les rues de Paris partent de la Seine. Voilà, tout simplement. Les physiciens étaient parisiens. Donc, A, B, C, on a les UVA, les UVB, les UVC, et puis on a les IRA, les IRB, les IRC. Ça donne à peu près le tableau complet. Si je descends très très loin, après les UV, eh bien, j'ai naturellement les rayons X, qui sont en nanomètres, et puis j'ai les rayons gamma des radiothérapeutes qui sont en picomètres. Si je remonte très haut, de l'autre côté de la barrière, eh bien, je vais avoir la radiofréquence qu'on a vu hier, qui est en centimètres, je vais avoir les ondes courtes, qui se traduisent en mètres, et puis je vais avoir les ondes radio, numéro RTL, qui se traduisent en kilomètres. Si je prends les longueurs d'onde, bien sûr, je pourrais vous faire la même chose avec les fréquences, mais on ne va pas surcharger. Donc voilà, là vous avez le tableau, et à partir de ce tableau, ben, naturellement, vous avez les longueurs d'onde en médecine qui sont disponibles dans toutes les couleurs que vous allez voir. Vous pouvez utiliser du violet, vous pouvez utiliser du bleu, vous pouvez utiliser du vert, vous pouvez utiliser du jaune, vous pouvez utiliser du rouge, ça sera bien sûr le plus important, et vous pouvez utiliser de l'infrarouge proche, tout en sachant que plus vous montez de gauche à droite, et plus le rayonnement pénètre. Si vous préférez l'inverse, plus vous descendez vers le violet, moins le rayonnement pénètre. C'est-à-dire que le rayonnement qui pénètre le moins est le violet, le rayonnement qui pénètre le plus dans la peau, si la profondeur est pour vous importante, eh bien c'est l'infrarouge. C'est pour ça qu'on dit que le rouge pénètre 4 à 5 fois plus, par exemple, que le bleu. Il faut monter vers l'infra pour que ça pénètre. Les unités photométriques. Bon, elles permettent d'évaluer la sensibilité de l'œil humain, c'est pas très important. En vision photopique, en vision scotopique, c'est-à-dire en vision de jour, en vision de nuit, ça n'a pas un grand intérêt pratique. Je ne sais même pas pourquoi j'ai laissé cette diapositive. Alors, là, je vous mets des choses inutiles. Les unités photométriques sont le lumen. Les unités lumineuses sont le candéla. Vous avez l'éclairement qui s'appelle le lux, et vous avez la luminance, qui est le candéla par mètre carré, ou l'exposition, qui est le lux par seconde. Je vous mets toutes ces valeurs pour vous mettre en garde, en vous disant qu'en médecine courante, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Ça intéresse beaucoup, bien évidemment, les physiciens, mais vous n'êtes pas physicien, ça intéresse les chercheurs. Si vous voulez faire des recherches, ça peut vous intéresser, mais en pratique courante, ça ne sert à rien. Et je vous le dis parce que les vendeurs de matériel, je vais parler avec modération pour ne pas être mal vu par nos autres, mais les vendeurs de matériel se battent pour obtenir vos faveurs, et certains vendeurs de matériel sont honnêtes, donc le sont beaucoup moins, et certains n'hésitent pas à vous dire, mais moi, mon appareil a plus de lumen que l'autre, il a plus de candéla que l'autre, il a plus de luxe que l'autre. On s'en fout. On s'en fout. En médecine courante, si on vous balance à la figure les lumens, les candélas ou les luxe, vous ne vous préoccupez pas de ça, c'est de l'enfumage, pour employer un mot moderne. C'est pour ça que j'ai mis cette diapositive, pour ne pas que vous vous fassiez avoir. Alors ça, par contre, c'est important. Ça, c'est votre outil de travail de tous les jours, c'est la puissance. Alors, elle s'exprime en watts, bien entendu, le système international. La puissance, c'est l'énergie multipliée par le temps, mais ça n'a pas une grande importance en médecine. Parce que ce qui est important en médecine, c'est de rapporter cette puissance à la surface éclairée. Donc, c'est l'irradiance. Vous pensez bien que si vous mettez une même puissance sur un doigt ou sur toute une main, vous n'aurez pas le même effet biologique. Car c'est bien évidemment la surface éclairée qui est importante. Donc, la puissance, c'est bien de la connaître, et c'est même indispensable, mais votre outil de travail, c'est l'irradiance, et non pas la puissance. Il faudra en tenir compte. Autrement dit, c'est la puissance multipliée par le temps et divisée par la surface. Voilà. À partir de là, nous avons 3 lumières médicales dont on va parler successivement. On a le laser, on a l'IPL, on a les LED.
je suis théoriquement chargé de vous parler que des lettres, mais il faut bien que j'évoque les autres pour qu'on puisse faire la comparaison, sinon vous ne pourrez pas vous faire une idée de qui est quoi. Le laser. Alors, je fais volontairement très court parce que c'est pas le sujet, mais enfin, il faut quand même que vous ayez les notions. Le laser, eh bien, c'est un acronyme de sa définition de la lumière par émission stimulée de radiation. Et voyons ce qu'est un laser à partir de ses bases atomiques. Il faut repartir à l'atome. Vous le savez bien, vous l'avez étudié pendant vos études secondaires. L'atome est le plus petit grain de matière de l'univers. Il est constitué d'un noyau, lequel noyau contient des charges électriques positives, qui s'appellent des protons, autour duquel gravitent des charges électriques négatives, qui s'appellent des électrons. Et vous avez autant d'électrons que de protons, de telle sorte qu'un atome est toujours électriquement neutre. Bon, on ne peut pas le faire plus court. Cet atome a vocation de faire du commerce, c'est-à-dire de faire des échanges d'énergie, donc de faire des échanges électroniques. Donc, voyez la représentation de cet atome, il a son noyau positif, il a ses électrons négatifs qui sont situés sur des couches périphériques qui sont parfaitement identifiées pour chacun des atomes de l'univers, et naturellement, s'il veut faire des échanges électroniques, il va pouvoir le faire avec des ondes électromagnétiques de voisinage qui vont venir le frapper. Seulement, quand on fait du commerce, il faut en fixer les règles. Et les règles de ce commerce, c'est pas l'euro, c'est les niveaux d'énergie. Un atome ne peut changer d'énergie, ne peut faire du commerce qu'en sautant d'un niveau d'énergie à un autre. Pour chaque atome de l'univers, les niveaux d'énergie sont connus. Vous allez chez Erol, boulevard Saint-Germain, et vous achetez les tables des échanges d'énergie d'un atome, et vous aurez pour tous les atomes la valeur de chaque niveau d'énergie. Je prends un exemple simple, si un atome lambda a un niveau d'énergie E0, le niveau fondamental, à 1 électron-volt, si le niveau E1 est à 2 électron-volts, eh bien, il ne pourra accepter de l'énergie que si elle est d'1 électron-volt, 1,2 il ne prendra pas, il ne peut que monter d'un niveau d'énergie fixe, et il ne peut en donner que dans ces conditions-là. Donc on ne peut faire varier l'énergie d'un atome qu'à la condition de respecter très exactement ces niveaux d'énergie. Fort heureusement d'ailleurs, sinon l'univers serait totalement instable. Donc on va soit lui apporter l'énergie, à condition que cette énergie passe très exactement d'un niveau à un autre, on peut l'en piquer également, mais à la condition que ça le fasse baisser d'un niveau à un autre, et entre ces niveaux d'énergie, il n'y a pas d'échange possible. Alors les conséquences photoniques sont immédiates. C'est le mécanisme des échanges, vous avez une onde électromagnétique, vous avez un atome, et ça peut se faire dans le sens onde électromagnétique vers l'atome. Dans ce cas-là, que va-t-il se passer? L'atome va absorber une énergie connue en électron-volt, qui va passer d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur. C'est le mécanisme de l'absorption, mais ça peut être le contraire, et l'atome peut au contraire donner de l'énergie à une onde électromagnétique de voisinage, et dans ce cas-là, il va être dépourvu d'énergie, et c'est le mécanisme de l'émission, il va descendre d'un niveau d'énergie à un autre. Ce sont donc les deux mécanismes de transition connus avant Einstein. Mais Einstein se prend la tête entre les mains, se met devant une feuille de papier blanc, et il dit ce qui n'est pas possible. Il n'est pas possible, techniquement parlant, c'était la fameuse théorie du trou noir, il n'est pas possible qu'il n'y ait que deux mécanismes de transition. Donc il y en a un troisième. Alors on reprend, le mécanisme de l'absorption, c'est très simple, on a un atome en état fondamental, E0 par exemple, on le fait frapper par un photon inducteur issu d'une onde électromagnétique, et le résultat, eh bien, c'est qu'on va l'exciter, c'est-à-dire le faire passer à un niveau d'énergie supérieur. Ça, c'est l'absorption. L'émission, comme l'émission spontanée, parce que pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer, ça serait trop long, un atome ne peut pas rester en état d'absorption très longtemps, spontanément, 18,63 secondes après, il va restituer son énergie, donc il est en niveau E1, et il va retomber à son niveau fondamental en restituant un photon dit photon induit. Dans le premier cas, il est excité, dans l'autre cas, il est ionisé, d'où les radiations ionisantes. Quand vous prescrivez une radio pulmonaire à l'un de vos patients, eh bien, vous demandez au radiologue de lui arracher des atomes sur la structure qu'il veut étudier et de les apporter sur une plaque photographique.
le nom de radiation ionisante, qui émet beaucoup de photons induits. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer une radio pulmonaire tous les matins. Bien. Et Einstein se dit c'est pas possible. Einstein se dit c'est pas possible, il ne peut pas y avoir que ces deux mécanismes, il en manque un. Alors il réfléchit, il n'avait aucun moyen de faire les expérimentations appropriées. Donc il y réfléchit et il le fait sur le papier et il invente le concept d'émission stimulée. Qu'est-ce que ce concept d'émission stimulée? Eh bien ce concept d'émission stimulée est le suivant. On prend un atome préalablement excité. Donc il n'est plus en état E0, mais il est en état E1. Il est préalablement excité. Et puis on le fait frapper par un photon inducteur dont l'énergie correspond très exactement à celle qui avait été nécessaire pour exciter l'atome. Donc on a notre atome excité, état E1, ou E2, E3, E4, je vais faire simple, état E1, et on le fait frapper par un photon inducteur dont l'énergie est très exactement égale à celle qui avait été nécessaire pour l'exciter. Que va-t-il se passer? La même chose que pour l'émission spontanée. Il va retomber à son état fondamental, nécessairement, comme tous les atomes. Mais, en retombant à son état fondamental, il va émettre non pas un photon, comme précédemment, mais deux, que rien ne permettra de distinguer. Et c'est l'effet laser. Amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Donc cet atome qui a été stimulé avec un photon inducteur qui retombe à son état fondamental émettra deux photons induits, lesquels deux photons induits vont venir frapper deux atomes préalablement excités avec la même énergie, ça fera 4, et puis après ça fera 8, puis après ça fera 16, puis après ça fera 32, puis après ça fera 64. Vous avez compris la suite, en 10 puissance 3 secondes, eh bien, vous avez avec un seul photon inducteur des milliards de photons induits que rien ne permettra de distinguer. C'est ce qu'on appelle l'effet laser. C'est plus compliqué que ça, mais j'ai simplifié pour ne pas vous endormir, comme disait M. Lelouch hier. Alors, un dispositif laser est fait toujours de la même façon. C'est une cavité résonante dans laquelle on va mettre un matériau actif. Qu'est-ce qu'un matériau actif? C'est des atomes réputés facilement excitables. On a dans l'univers des atomes qui sont très faciles à exciter, on a des atomes qui sont très difficiles à exciter, et on a des atomes inexcitables. Fort heureusement, sinon on ne serait pas dans un milieu stable. Alors on va choisir des atomes qui sont très facilement excitables, on va les mettre dans cette cavité résonante, qui sera bougée de chaque côté par un miroir opaque d'un côté, semi-réfléchissant de l'autre, et puis on va faire ce qu'on appelle un pompage, c'est-à-dire qu'on va apporter de l'énergie pour faire monter ces atomes excitables dans les niveaux d'énergie les plus supérieurs possibles. Alors le pompage, il peut être électrique, il peut être chimique, enfin pour maintenant sur ça c'était fini, c'est des canons à électrons. Et ces atomes excités vont faire de nombreux allers-retours entre les deux miroirs, et un calcul savant un petit peu difficile, quand les gains électroniques vont dépasser les pertes, eh bien on va extraire le rayon de la cavité, et ça sera le rayon laser. Voilà pour le laser. Très brièvement raconté, bien sûr, car je pourrais passer 2 heures à faire mon cours sur le laser. Alors la lumière pulsée à temps, je vais juste l'évoquer, parce que je crois, Christian, qu'il y a un médecin qui en parle après moi, je n'ai pas retenu son nom, mais en tout cas, vous aurez par un spécialiste, donc je ne vais pas déflorer son texte. Alors, simplement pour dire que l'IPL, c'est-à-dire la lumière pulsée intense, est une lumière polychromatique, exactement comme celle qui vous éclaire au-dessus de votre tête, mais avec une puissance très intense, et qu'elle ne peut fonctionner qu'avec un chromophore qui va l'absorber. Alors l'exemple le plus facile à prendre, pardonnez-moi pour la facilité, mais l'exemple le plus facile à prendre est la mélanine. Alors je prends cette lumière polychromatique, je déclenche le flash, et en déclenchant le flash, eh bien, cette lumière va être absorbée par le chromophore qui est la mélanine, et vous allez par exemple pouvoir faire de la dépilation, ce qui n'est pas la même chose que l'épilation, n'oubliez pas la différence. Une épilation, c'est la rupture du poil, mais en respectant le follicule pileux, alors que la dépilation consiste à détruire le follicule pileux, et là ça va être le cas, on va éclairer ce follicule pileux avec cette lampe flash que vous venez de voir, et par thermolyse, on va le détruire de telle sorte que le poil dépourvu de son follicule ne repoussera plus. Je m'arrête là, puisque ça n'est pas mon sujet. Je vais maintenant vous parler des LED
Donc, c'est aussi un acronyme de sa définition de diode électroluminescence. Et là, on n'est plus du tout dans le même système atomique que dans le laser, on est dans un système électrique qui s'appelle le système des semi-conducteurs. Vous voyez qu'il y a une anode et une cathode, il y a un pôle positif et un pôle négatif, qui va alimenter un semi-conducteur, ce qui va m'obliger à vous expliquer ce que sont, en tout cas si ça vous intéresse, ce que sont les semi-conducteurs. Car les semi-conducteurs vont devenir votre outil de travail en médecine de façon exponentielle dans les années qui viennent. Alors, autant que vous les connaissiez peut-être. Alors, un corps solide peut être conducteur, il peut être isolant. Pardonnez-moi de vous rappeler vos études secondaires, mais bon, c'est important de revenir aux sources. Un corps solide peut être conducteur, peut être isolant ou peut être semi-conducteur. Alors, semi-conducteur, c'est le coup de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Les physiciens auraient très bien pu les appeler les semi-isolants. Pourquoi ont-ils choisi semi-conducteur plutôt que semi-isolant? On ne sait rien du tout, mais voilà, ça pourrait aussi répondre à la définition des semi-isolants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conducteur? On va d'abord prendre des exemples. L'exemple du conducteur, c'est le cuivre. L'exemple de l'isolant, c'est le silicium, à condition qu'il soit à basse température, bien entendu, parce que les genres varient. Et puis, comme c'est des conducteurs, j'ai pris l'arsenure de gallium parce que, par courtoisie pour les gens qui nous reçoivent, les LED qu'ils vous présentent sont construites avec des LED d'arsenure de gallium aluminium. J'aurais pas dit, j'ai pensé que ça leur ferait plaisir. Alors, qu'est-ce qui détermine qu'un corps est conducteur, qu'un corps est isolant ou qu'un corps est semi-conducteur? Eh bien, c'est très simple, c'est une très grande simplicité. C'est la distance entre le noyau de l'atome et les électrons. Vous voyez que les électrons circulent sur des couches périphériques et subissent l'attraction électromagnétique du noyau. Alors, pour les couches internes, ça ne pose pas de problème. Pour les couches internes, eh bien, ils subissent l'attraction du noyau. Mais la couche externe, les électrons de la couche externe peuvent très bien subir, bien entendu, l'attraction électromagnétique de leur noyau d'origine, mais peuvent être tentés de subir l'attraction des atomes, du noyau des atomes voisins. Hein? C'est le goût du gars qui va chercher du sel, c'est la voisine. Vous voyez, ils peuvent être tentés d'aller chercher bonne fortune ailleurs, puisque la distance qui les sépare de leur propre noyau, il y a une équidistance entre leur propre noyau et le noyau du voisin. Donc, ces électrons, les électrons périphériques, je vous rappelle qu'on les appelle les électrons de valence, et bien ces électrons de valence qui sont à équidistance entre les deux noyaux vont être tentés de subir une autre attraction électromagnétique, ce qui va naturellement complètement modifier les structures, car je rappelle que quand un atome a perdu un seul électron, ça n'est plus un atome, c'est un ion. C'est un ion, puisqu'un atome doit être électriquement neutre. S'il perd, par exemple, s'il perd un électron, donc il perd un électron négatif, ça va devenir un ion positif, puisqu'il aura plus de protons positifs que d'électrons négatifs. Alors on va regarder. Alors, corps conducteur, pardonnez-moi pour la facilité, mais c'est très facile d'utiliser le cuivre. Alors, l'atome de cuivre qui porte le numéro 29 sur le tableau de Mendeleïev et qui a une énergie, par niveau des électrons par niveau d'énergie qui sont fixés à 2, 8, 18, 1, ça veut dire qu'il n'a qu'un seul électron de valence. Il n'a qu'un seul électron de valence que vous voyez là, voilà, et il va tenter, cet électron de valence va s'échapper et devenir un électron libre, puisqu'il est attiré par les atomes de cuivre voisins. Donc, ça n'est plus du tout un atome de cuivre, c'est devenu un ion cuivre et un électron libre qui est dans la nature. Que va-t-il se passer si on le met dans un circuit électrique? Eh bien, cet électron libre et puis tous ses petits camarades qui ont subi le même transport, eh bien, vont devenir des transporteurs d'électricité. L'électricité, c'est rien d'autre que une circulation d'électrons libres qui portent des charges électriques négatives et qui, par conséquent, vont être attirés par
un aspect positif et qui vont permettre le passage d'un courant. Pour faire passer un courant, il faut beaucoup d'électrons libres, et le cuivre est le formidable exemple que l'on peut trouver. C'est donc un corps conducteur. Prenons maintenant le cas d'un corps isolant. Alors un corps isolant, j'ai pris le silicium qui porte le numéro 14 dans le tableau de Mendeleïev, et puis regardez que les niveaux d'électrons sont différents, puisque par niveau d'énergie, on a 2, 8, 4. Ça veut dire qu'on a 4. Ça veut dire qu'on a 4. Voilà. On a 4 électrons de valence. 1, 2, 3 et 4. Alors là, le danger est très grand. Le danger est très grand de réaliser des blocages. Parce que, avec ces 4 électrons de valence, ils ne vont pas pouvoir devenir tous les 4 électrons libres. C'est pas possible. Ils vont au contraire se marier et faire des liaisons dites covalentes en se mariant 2 par 2. Mais ce mariage de 2 par 2, qui vont mettre en commun chacun de 2 électrons de valence pour faire une liaison covalente, eh bien ça va se faire 4 fois. Ça va se faire 4 fois puisqu'il y a 4 électrons de valence. On va donc aboutir à ce schéma. Encore une fois, à basse température. On va aboutir à ce schéma et voilà la construction. Et avec cette construction qui est faite en 4 fois, on va avoir un tétraèdre. Et ce tétraèdre n'a aucune possibilité d'émettre des électrons libres. Donc c'est bloqué et il n'y aura donc aucun électron disponible pour faire passer un courant. C'est un corps isolant. Le courant ne pourra jamais passer puisqu'il n'y a pas d'électron libre possible. C'est un corps isolant. Alors, le semi-conducteur. Alors j'ai pris l'arsenure de gallium, comme je vous l'ai dit, par courtoisie pour nos hôtes. Je rappelle que l'arsenic a 5 électrons de valence sur la couche périphérique et le gallium a 3 électrons de valence sur la couche périphérique. C'est énorme, ça donne lieu à des échanges électroniques considérables. Alors je vais faire un atome théorique. Vous voyez que là, j'ai un atome avec des charges électriques positives dans le noyau. J'ai les électrons qui sont des charges électriques négatives, son statut électrique est neutre, il est à 0. Je vais faire un électron libre. Donc un électron s'échappe, ça devient un électron libre, et ça transforme immédiatement mon atome en ion positif, puisqu'il a perdu un électron négatif, mais surtout, j'ai dégagé une place. C'est ce que les physiciens appellent un trou électronique. J'ai dégagé une place. Et cette place, bien sûr, est candidate à être occupée. Alors, on va poursuivre notre démonstration. Rassurez-vous, ça ne va pas être trop long. Donc, ça va nous permettre de faire 2 types de semi-conducteurs. Des semi-conducteurs de type N, qui ont absorbé beaucoup d'électrons libres, et des semi-conducteurs de type P, qui sont positifs et qui ont des trous électroniques à occuper. Donc, j'ai 2 candidats aux échanges. Un qui a beaucoup d'électrons libres et qui va donc devenir donneur d'électrons, et un qui a beaucoup de trous électroniques et qui va devenir accepteur d'électrons. Alors je vais encore compliquer le système pour augmenter le rendement, bien sûr. Je vais ajouter à mon semi-conducteur de type N un autre atome, et je vais choisir l'aluminium parce que l'aluminium est pentavalent. Il a 5 électrons libres sur sa couche externe. Alors, vous voyez, je vais le doper, c'est ce qu'on appelle le dopage d'un semi-conducteur. Je vais le doper en rajoutant 5 électrons libres supplémentaires. Alors j'accrois de façon très importante la différence. J'ai plein d'électrons libres d'un côté et des trous électroniques de l'autre. Que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer ceci. Je vais instituer une jonction. Je vais faire un corps avec beaucoup d'électrons libres qui ont été dopés à l'aluminium, et puis j'ai en face mon semi-conducteur, mon pauvre semi-conducteur de type P, qui est plein de trous électroniques. Je vais mettre ceci dans un circuit, et si je mets ceci dans un circuit électrique, eh bien, que va-t-il se passer? Ben, regardez, c'est le problème de l'immigration, hein, c'est pas difficile. Les électrons surnuméraires vont venir habiter les trous électroniques. Et à la jonction, je vais émettre une lumière qui s'appelle les LED. Voilà, c'est pas autre chose que ça, les LED. Et c'est pour ça qu'avec très peu d'électrons, on peut faire des lumières extrêmement puissantes. Voilà, que l'on utilisera en médecine, bien entendu. Alors, pour me rapprocher de la pratique, voici un exemple de semi-conducteur qui m'a été fourni par Thomson, qui m'a autorisé à l'utiliser. Naturellement, pour augmenter le rendement, je vais faire des couches
supérieure, superficielle, et dont au milieu, vous voyez une couche active avec arséniure de gallium aluminium. En haut, vous voyez des semi-conducteurs de type P, en bas de type N, et naturellement, ceci va me permettre d'augmenter considérablement le rendement pour avoir une lumière finale qui est extrêmement importante. Voilà ce que vous allez utiliser tous les jours, c'est à peu près la même chose que ce que vous utilisez. Alors, passons à quelque chose de plus pratique. Question d'actualité, faut-il utiliser un laser? Faut-il utiliser un IPL? Faut-il utiliser des LED? La réponse est relativement simple. La réponse est relativement simple. C'est d'abord, il faut voir quelles sont les différences, et ensuite, on fera la réponse qui est toute simple. Alors, si vous voulez vous faire une opinion sur l'achat que vous allez faire, qui est quand même pas rien, il est important de vous poser 3 questions sur les 3 caractéristiques. Ce qui différencie le laser, les IPL et les LED, c'est premièrement la chromaticité, deuxièmement la cohérence, troisièmement la focalisation. Le laser est strictement monochromatique. Ça veut dire qu'il n'a qu'une seule couleur, on le verra. L'IPL est par définition polychromatique, bien évidemment, puisqu'il a toutes les longueurs d'onde de la lumière visible, et les LED sont presque monochromatiques à 6 à 10% près. Bien. Dans quelques années, bien sûr, mon tableau, dans très peu de temps, qu'est-ce que je dis dans quelques années? Dans très peu de temps, mon tableau n'aura plus de sens parce que les LED deviendront monochromatiques. Mais enfin, c'est pas encore fait. Pas tout à fait prêt pour être fait. Ça, c'est le plus important pour vous, médecins, c'est la cohérence. Le laser est une lumière cohérente. Les LED, bien sûr, non cohérents, et les LED sont non cohérents. Une lumière non cohérente. Et la focalisation, eh bien, le laser est focalisé, bien évidemment. L'IPL n'est pas focalisé, les LED non plus. On va les revoir un par un pour que vous soyez, bien sûr, d'avoir fixé les idées pour opérer votre choix. Donc la chromaticité, comme on a dit, c'est uniquement lié à la longueur d'onde ou à la fréquence, si vous voulez, c'est-à-dire la distance qui sépare 2 sinusoïdes successives. Et dans le laser, la chromaticité du laser, c'est très simple, c'est au dixième de nanomètre près. Ça veut dire, je prends toujours le laser hélium-néon pour prendre cet exemple. Le laser hélium-néon, donc on l'utilise plus beaucoup, hélas, mais pour ma démonstration, c'est très pratique. Il est à 632,8 nanomètres. Je rappelle qu'un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Il est à 632,8, ça veut dire qu'il n'est pas à 632,7, il n'est pas à 632,9, il est vraiment à 632,8. Il est donc strictement monochromatique au centième de nanomètre près, si j'ose dire. Quand vous utilisez une longueur d'onde de laser, vous savez exactement ce que vous utilisez. L'IPL, évidemment, il ne peut pas être monochromatique puisqu'il n'a pas vocation à l'être. C'est ce que vous expliquera le successeur. Voilà, je déclenche le flash et mon flash s'étend sur toutes les longueurs d'onde depuis le bleu jusqu'à l'infrarouge. Donc il est polychromatique par définition. Alors, les LED, c'est autre chose. Les LED, on est presque monochromatique, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Si je prends une LED bleue, par exemple, eh bien, on est à 470, plus ou moins 6 nanomètres. Si je prends une LED verte, on est à 528, plus ou moins 10 nanomètres. Si je prends une LED rouge, on est à 625, plus ou moins 6 nanomètres. Voyons la cohérence. La cohérence, donc, j'ai dit, le laser est une lumière cohérente, l'IPL et le LED est une lumière non cohérente. Bien. C'est ce qui est le plus important pour vous. Et c'est ce qui est le plus difficile à expliquer aux élèves. Alors, pour ne pas perdre de temps dans les explications physiques quantiques interminables, j'ai pris un dessin humoristique qui est plus facile à expliquer que n'importe quelle démonstration quantique. Si vous prenez une armée de soldats qui descend les Champs-Élysées le 14 juillet, c'est une armée de soldats, mais vous pourriez fort bien imaginer que c'est une armée de photons. C'est la même chose. Eh bien, vous avez un ensemble mathématique cohérent parce que, avec la position GPS d'un seul soldat, la distance qui sépare chaque soldat, la vitesse de marche et la longueur à parcourir, vous pouvez reconstituer tout le régiment. Avec un seul militaire,
vous reconstituez tout le régiment, si vous connaissez la distance qui les sépare, et le nombre de militaires qui constituent ce bataillon. Vous allez reconstituer la totalité du régiment, et vous avez donc un ensemble mathématique cohérent. Les soldats sont des Champs-Élysées, ils ont été entraînés par des mois à faire ça, donc ça reste cohérent pendant tout leur parcours. À la fin du défilé, ils en ont marre, et naturellement, ils vont regagner leur cantonnement en remontant dans leur camion dans n'importe quel ordre. Eh bien, c'est devenu un ensemble mathématique non cohérent. Même chose pour les photos. Parce que la position d'un marcheur ne vous donne aucun renseignement sur celle des autres. Donc, si vous imaginez que c'est des photons, dans le premier cas, l'ensemble mathématique cohérent ne vous permet pas de distinguer les photons entre eux, alors que dans un ensemble mathématique non cohérent, tous les photons travaillent pour leur propre compte. Oui, mais, dans les deux cas de figure, vous pouvez transporter le même nombre d'hommes à la même vitesse et sur la même distance. Mais dans un cas de façon cohérente, dans l'autre cas de façon non cohérente. Autrement dit, la cohérence n'a rien à voir avec la puissance, puisque vous pouvez transporter le même nombre de photons à la même vitesse et sur la même distance. Mais dans un cas avec une organisation mathématique cohérente, dans l'autre cas avec un algorithme mathématique non cohérent. C'est ça qui distingue la cohérence de la non-cohérence et évidemment pas la puissance. Alors pourquoi je vous raconte ça? Bien parce que voilà, c'est très simple. Le laser est une lumière mathématique cohérente. Si vous connaissez un photon, vous connaissez tous les autres. Alors que l'IPL et les LED sont des ensembles mathématiques non cohérents, car si vous connaissez un photon, vous ne savez rien des autres. C'est ce qui est le plus important pour vous quand vous serez à l'heure du choix. Dernier point, la focalisation et la dispersion. Alors ça, c'est une très grande simplicité. Bien entendu, le laser est strictement focalisé, puisque, voilà, regardez vos pointeurs laser, sur un plan théorique, il ne s'écarte pas du point de départ à l'infini. Il ne s'écarte pas du point de départ à l'infini, il est donc totalement focalisé. Alors que, naturellement, l'IPL est dispersé par sa définition, et les LED sont également une lumière dispersée. Autrement dit, je ne parle pas de l'IPL, parce que c'est, d'abord, je ne vais pas en parler, puisque par courtoisie pour la personne qui me succède, mais si je vous fais la comparaison entre le laser et les LED, avec un laser, vous avez un rayon cohérent et focalisé. Avec les LED, vous aurez un rayon non cohérent et dispersé. C'est ça, en fait, en pratique courante, votre outil de choix. Cohérent et focalisé ou non cohérent et dispersé. Alors, je reprends ma question. Que faut-il choisir? Laser, IPL ou LED? Ben, ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend de l'effet recherché. Alors, on va regarder. Avec le laser. Avec le laser, vous faites du photothermique. Vous pouvez faire du photoathermique. Et vous faites de la PDT. Donc, on en fait de moins en moins avec le laser. Mais c'est possible. Avec l'IPL, vous faites de la photothermolyse, à condition que vous ayez un chromophore disponible. Et avec les LED, vous allez faire du photoélectromagnétique, vous allez faire du photochimique avec la PDT, les dermatologues utilisent maintenant beaucoup plus la PDT que le laser, et vous autres en esthétique, vous allez faire de la PIEC, c'est-à-dire de la photoinduction extracorporelle, la PIEC étant à l'esthétique ce que la PDT est à la dermatologie. Alors, au LED. Enfin, on va regarder les effets biologiques, parce que c'est ce qui nous intéresse. Pour ça que vous êtes là. Alors, il y a deux effets majeurs avec les LED. Il faut bien comprendre que c'est un système de reprogrammation, il y a deux effets majeurs. Il y a des effets photoélectromagnétiques et non pas photoélectriques, comme je le dis quelquefois dans les articles. Et ce qui est faux, c'est un effet photoélectromagnétique. Et puis, vous avez la photoinduction extracorporelle, dont je viens de parler, et qui va prendre certainement de l'ampleur dans les mois et les années qui viennent. Donc, l'effet photoélectromagnétique. Alors, il y a deux notions essentielles à connaître, qui est l'absorption transcutanée et la photobiomodulation. Parce que pour qu'un rayon soit utile, il
qu'il soit laser ou LED, ben, la condition sine qua non, c'est qu'il soit absorbé. Alors, vous avez un outil de travail qui est important, que certains de vos confrères affichent même dans leur cabinet de travail, qui sont les courbes d'absorption. Alors, je devais la changer, puis je n'ai pas eu le temps. La courbe est exacte, mais il manque en abscisse les pourcentages d'absorption. Alors, comme vous avez 4 niveaux, vous les imaginez facilement, 25%, 50%, 75% ou 100%. Alors, c'est très important. Ça, c'est votre outil de travail pour le laser et pour les LED. Car selon l'endroit où votre rayonnement va se trouver, eh bien, vous allez avoir l'effet que vous recherchez, avoir ou ne pas avoir l'effet que vous recherchez. J'appelle par exemple la lumière rouge. Regardez la lumière rouge. Elle se situe pile poil en bas de la courbe d'absorption de l'eau. Ce qui veut dire qu'elle sera strictement athermique. Elle sera strictement athermique parce que le corps étant fait à 72% d'eau, si je passe cette barrière de 760 nanomètres, eh bien, je deviens thermique, puisque je transforme l'énergie photonique en chaleur, et que par conséquent, je vais avoir un effet calorique qui va pouvoir couper la peau. Un bistouri laser est à 10 600 nanomètres, parce qu'il fait bouillir l'eau. Si on fait bouillir l'eau, on coupe la peau. Donc, je serai strictement thermique, et voyez, je serai très peu absorbé par l'hémoglobine. Donc, c'est important pour les indications que je préciserai plus tard. Je fais disparaître le rouge et j'appelle le jaune. Alors, le jaune, qui est à 590 nanomètres, bon, c'est un peu facile pour ma démonstration. Il est évidemment pas absorbé par l'eau. Il n'est absolument pas absorbé par l'eau, mais par contre, il est très absorbé par l'hémoglobine. Il est absorbé à 75% par l'hémoglobine. Et c'est ce qui a fait dire, dans une boutade, le docteur Vigneron. Le docteur Vigneron est un dermatologue de Saint-Paul-de-Vence qui intervient souvent dans ce type de problématique. On emploie le jaune pour tout ce qui est rouge. Naturellement, on va refaire le collagène dermique et on va traiter les rougeurs post-solaires et toutes ces rougeurs cutanées à cause de cette longueur d'onde. Le jaune, souvenez-vous de la phrase du docteur Vigneron, il faut rendre à César ce qui est à César, le jaune pour tout ce qui est rouge. Si je prends le bleu, alors le bleu, lui, a la caractéristique de très peu pénétrer. Donc on en fera, il n'est pas arrivé, voilà, 470 nanomètres, ben, il est absorbé un peu par l'hémoglobine, mais il n'est pas du tout absorbé par l'eau. On en fera un rayon très particulier, puisqu'il est très peu absorbé, qui ne concernera que l'épiderme. On verra ces indications plus tard. Voilà, mais ça c'est important. Quand on vous propose une longueur d'onde, mettez-la sur ce tableau et vous voyez tout de suite ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. La photobiostimulation. Alors, le programme. On va reprogrammer le système redox par émulation. On va faire une biostimulation cellulaire et même neuronale. Et puis, on va faire une stimulation informationnelle. Alors, on va voir les trois, si vous voulez. Donc, la principale, celle que vous allez probablement utiliser le plus, encore que les deux autres sont très importantes aussi, on ne peut pas faire de hiérarchie, c'est l'émulation du système redox, qu'on a appelé la reprogrammation. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, mesdames, messieurs. Souvenez-vous de vos premières années d'études où vous faisiez de la physiologie, et on va parler du système redox. Je vais le faire très rapidement parce que sinon je vais vous lasser, j'en suis conscient. Mais quelle est la problématique à résoudre? Eh bien, c'est le système de l'énergie. Le corps humain a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Le corps humain a besoin d'assurer ses fonctions vitales 24 heures sur 24, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système hépatique, le système rénal. Tout ça, ça fonctionne 24 heures sur 24 et ça coûte de l'énergie en termes de carburant, si j'ose dire. Et puis, il faut marcher, il faut courir, il faut monter des escaliers, il faut travailler, et ce système musculaire coûte énormément d'énergie. Et puis, il faut aussi réaliser ces métabolismes. Alors, j'ai pris le métabolisme cutané, puisque nous sommes dans l'ambiance esthétique, mais tous les métabolismes du corps coûtent énormément d'énergie. Pour qu'un fibroblast puisse synthétiser de l'élastine et du collagène, ben, ça coûte de l'énergie.
Alors, quelle est l'énergie du corps humain? Quelle est l'énergie du corps humain? Ben, vous la connaissez toutes, évidemment. Vous la connaissez toutes et toutes, pardon. C'est l'adénosine triphosphate. C'est l'ATP. Mais le problème de l'ATP, heureusement qu'il n'y a qu'une seule énergie, parce que ça serait très compliqué, c'est l'ATP. Mais le problème, c'est que cette énergie provient, bien sûr, de nos cellules, mais il nous faut, les physiologistes évaluent à 60 kg par jour le besoin en ATP. On sait qu'on consomme 60 kg d'ATP par jour. Alors, bien évidemment, c'est une image, bien évidemment, on ne peut pas avoir un sac à dos avec 60 kg d'ATP, donc il faut la renouveler en permanence. Il faut la renouveler en permanence, et c'est la fonction, souvenez-vous des premières années d'études, ou de première année d'études plus exactement, c'est la fonction du système redox, qu'on va rappeler brièvement. Le redox, c'est aussi une erreur de langage, parce que ça devrait être oxred. Système d'oxydoréduction, ça devrait être oxred, on l'a appelé redox, c'est peut-être plus joli, c'est plus facile à dire redox est plus facile à dire qu'oxred, c'est pour ça qu'on a changé le sens. Bon, alors l'énergie est la capacité d'effectuer un travail, mais on a dans le corps deux types d'énergie. On a une énergie potentielle que l'on a mis un petit peu en réserve, on a la capacité d'en mettre une toute petite partie en réserve, et on a une énergie cinétique. Mais il avait fallu une énergie cinétique pour mettre l'énergie potentielle en réserve. Comme c'est long à expliquer, j'ai pris un dessin humoristique, encore un, dans le fameux grand livre de physiologie médicale américain qui fait référence. Donc, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Donc, vous voyez ce petit bonhomme avec le ballon sur la montagne, c'est une énergie potentielle. Mais c'est une énergie potentielle qui avait nécessité une énergie cinétique pour monter le ballon en haut. Et qu'une fois que le ballon est en potentiel, eh bien, il va devenir cinétique s'il déboule tout le long de la montagne. C'est le meilleur dessin qu'on puisse trouver pour expliquer la différence entre l'énergie potentielle, imaginez que ce soit un ballon d'ATP, et l'énergie cinétique. Alors les réactions redox, eh bien, transférées par des électrons, bien entendu. L'oxydation, c'est la perte d'un électron, je vais pas revenir là-dessus puisqu'on vient de le voir longuement. La réduction, c'est le gain d'un électron. On va passer d'un niveau d'énergie faible à un niveau d'énergie élevé en fonction des échanges. On n'insiste pas, on vient de le voir pendant un certain temps. Où est-ce que ça se localise? Eh bien, ça se localise bien sûr dans les mitochondries. Vous savez que toutes les cellules de notre corps, sans aucune exception, possèdent des organites qui s'appellent des mitochondries et qui ont un fonctionnement assez autonome. C'est pour ça que les physiologistes disent que la mitochondrie est une cellule dans la cellule. C'est un état dans l'état. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les mitochondries ont leur propre ADN qui est différent de l'ADN nucléaire, ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial, qui est beaucoup moins précis bien sûr que l'ADN nucléaire, mais qui montre bien le fonctionnement autonome de ces mitochondries. Donc leur seul rôle, en fait, est de gérer cette production et cette gestion de l'énergie. Alors bon, l'anatomie mitochondriale est connue, voilà une microscopie électronique, il faut faire un dessin qui montre qu'il y a des crêtes mitochondriales à l'intérieur pour augmenter la surface dévolue au stress, au métabolisme oxydatif. Alors la physiologie mitochondriale, je la rappelle, mais je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'on sera encore là ce soir, se déroule en 4 phases. On a la glycolyse, l'oxydation de dérivate. Le cycle de Krebs, c'est la chaîne de transport d'électrons. Vous avez appris ça très bien en première année. Vous en souvenez forcément très bien, mais je rappelle juste les titres. Monsieur le gynécologue de Courbevoie n'a pas l'air de s'en souvenir tant que ça, alors je vous rappelle juste les titres. Alors, la glycolyse par une molécule de glucose, cette molécule de glucose va être transformée en 2 molécules d'acide pyruvique qui deviendra du pyruvate, et cette réaction biochimique, en fait il y en a 10, au terme de ces 10 réactions biochimiques, on aura fabriqué de l'ATP. Après cette première chaîne, si j'ose dire, l'oxydation du pyruvate, le pyruvate va se dégrader en CO2 puis en acétylcoenzyme A, mais il y aura la phase du NAD puis du NADH où il y aura également une production d'ATP. Et on aboutira au cycle de Krebs, qui vous rappelle
rappelle sûrement des souvenirs. Pour les plus anciens d'entre nous, je rappelle qu'avant, le cycle de Krebs s'appelait le cycle de l'acide citrique. Le cycle de l'acide citrique, et M. Krebs a fini par y donner son nom, est une réaction de est une série de 9 réactions biochimiques au terme desquelles on a encore fabriqué de l'ATP. Je ne vais pas vous décrire chacune de ces phases parce que naturellement, alors là, vous le prendriez très mal. Et puis la chaîne de transport d'électrons, qui est la phase finale qui transforme les molécules à haut pouvoir énergétique en énergie faible avec une forte production d'eau, va également produire de l'ATP. Bon, pourquoi je dis tout ça? Je vous dis tout ça parce que le tableau synthétique du redox, oui, alors ça, une diapositive intermédiaire pour dire que, pour être très précis, au cas où il y aurait des physiologistes pointus dans la salle, en fait, la glycolyse se fait hors mitochondrie, alors que toutes les autres réactions du redox se font dans la mitochondrie. C'est pas ça qui est très important. Ce qui est très important, c'est ça, c'est de faire les comptes. Ce qui est très important, c'est de faire les comptes. Car voyez que, par exemple, quand on fait la glycolyse, on gagne deux molécules d'ATP. Ensuite, quand on va passer au NADH, on en gagne 6. Et puis, à nouveau 6. Quand on a passé la barrière de la deuxième phase, c'est-à-dire de l'acétylcoenzima, on a encore 2 ATP. Et c'est le cycle de Krebs, bien sûr, qui va en produire le plus, avec 18 plus 4 molécules d'ATP. Tout ça pour dire que, avec une seule molécule de glucose, on a produit 38 molécules d'ATP. C'est ça qui est important. En dégradant le glucose en eau, comme on l'a vu dans la chaîne de transport des électrons, et en CO2, eh bien, cette série de 4 types de réactions, de 4 séries de réactions, a produit 38 molécules d'ATP. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est considérable que l'on puisse produire 38 molécules d'ATP avec une seule petite molécule de glucose? Si on se livre au calcul suivant qui permet de voir le pourcentage de rendement, on aboutit à quelque chose d'absolument incroyable. Bon, on ne va plus raisonner en série mais en molécules grammes, c'est-à-dire en moles, et si on raisonne en moles, l'oxydation complète de chaque mole de glucose produit 686 000 calories, dont 456 000 sont transformés en ATP. Ce qui veut dire que le rendement de la glycolyse est de 66,5%. C'est ce qui explique qu'on puisse fabriquer 60 kg d'ATP par 24 heures, sinon ça serait complètement impossible. Il n'y a pas un seul moteur au monde dont le rendement est de 66,5%. Le rendement d'un moteur électrique est de 20%. Le rendement d'un moteur thermique d'une automobile est de 25%. Le rendement de la glycolyse est de 66,5%. C'est tout à fait considérable. C'est tout à fait considérable. Mais il y a le vieillissement. Et ce rendement va décroître au fur et à mesure que les années vont avancer. Ce rendement va décroître. Alors, on peut se poser cette question, quelle est la plus-value apportée au redox par les LED, puisque ce rendement va décroître? Comment va-t-on pouvoir gérer cette décroissance? Eh bien, la question qui se pose est très simple. Comment l'énergie photonique peut-elle être utilisée par le redox? C'est tout ça. Alors, revenons sur la chaîne de transport d'électrons. La dernière phase du redox. Je rappelle ceci, et je rappelle qu'on est arrivé d'une énergie forte à une énergie faible. Alors, regardons le schéma analytique de ce qui se passe au niveau de nos cellules. Vous le reconnaissez très bien sur cette coupe de cellules, les 2 membranes phospholipides. Vous savez qu'une cellule est entourée d'une membrane de biphospholipides, autrement dit, il y a 2 couches. Ces 2 couches permettent le passage des protéines et le passage des enzymes. Alors, on va regarder, rassurez-vous, ça va être très simple, et on a 5 complexes qui sont importants. On a 5 complexes qui sont importants, et ces complexes vont permettre et le transport des protéines et l'intervention des enzymes. Mais il y en a un qui est beaucoup plus important que les autres. C'est le complexe numéro 4, qui est le complexe de la cytochrome oxydase. Si vous faites des LED, rappelez-vous de ce complexe de la cytochrome oxydase. Et on va voir pourquoi très rapidement. La cytochrome oxydase est une enzyme, une protéine transmembranaire, comme on vient de le voir, qui permet la chaîne de transport d'électrons en fin de réaction finale du redox.
Alors voici une microscopie électronique, j'isole la cytochrome oxydase, et regardez, je vais l'agrandir. Et qu'est-ce que je trouve? Et qu'est-ce que je trouve dans cette cytochrome oxydase? Qu'est-ce que je trouve dans cette cytochrome oxydase? Je trouve 2 molécules de cuivre. Je trouve 2 molécules de cuivre. Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure? Regardez, je vais vous rafraîchir la mémoire en agrandissant ces 2 molécules de cuivre. Si je mets des LED au contact de ces 2 molécules de cuivre, eh bien regardez, je reproduis le courant électrique en Wi-Fi. C'est pour ça que les LED apportent une plus-value, car s'il n'y avait pas de molécules de cuivre dans le complexe numéro 4 de cytochrome oxydase, je ne serais pas là en tout cas pour vous l'expliquer, parce que les LED ne serviraient à rien. Mais là, ayant 2 molécules de cuivre, j'ai 2 photorécepteurs. Je peux donc avoir un photodonneur puisque j'ai 2 photorécepteurs. Je vais passer l'énergie en Wi-Fi sans contact, et c'est l'interaction qu'on a vue à la toute première diapositive, l'interaction lumière-matière. L'interaction lumière-matière, c'est ça. C'est que mes LED vont frapper ces 2 molécules de cuivre qui vont transformer, bien sûr, l'énergie photonique sans contact en énergie. Alors l'action des LED est là complètement expliquée, car on a une énergie endogène, qui est l'ATP, et on a une énergie exogène, qui sont les LED, que l'on va additionner. Et que l'on va additionner de cette façon. Reprenons notre petit schéma humoristique du bouquin de physiologie américain. On avait donc une énergie potentielle avec l'ATP, et le ballon d'ATP pouvait représenter du potentiel ou du cinétique. Si je rajoute des LED, regardez, ce ballon va gonfler et va ajouter des photons à l'ATP et va ajouter l'énergie, ou plus exactement, compenser l'énergie qui a été décroissante lors du vieillissement, pas seulement du vieillissement cutané, du vieillissement cutané. Donc en fait, l'émulation du système redox permet de compenser la perte d'énergie lors du vieillissement au niveau de la production de l'ATP par les mitochondries. Deuxièmement, la biostimulation cellulaire. Là, on rentre dans le domaine de l'évidence, et je ne vais pas vous embêter plus longtemps pour ça. Là, c'est assez simple. La cible, là, c'est dans le derme, c'est le fibroblast. Le fibroblast a besoin d'énergie pour accomplir ses synthèses de collagène, d'élastine et de matrice extracellulaire. Naturellement, ça sera l'énergie apportée par les lèvres. Les cellules endothéliales ont besoin d'énergie. Celles des lèvres permettront de stimuler la néoangiogénèse. L'activité anti-inflammatoire, c'est la théorie des prostaglandines. Les LED ont l'action d'inhiber les prostaglandines PGE2 sont touchées aux prostaglandines PGF2-alpha. Donc, quand vous faites des LED, vous avez un effet anti-inflammatoire analogue, je n'ai pas dit identique, analogue à celui des anti-inflammatoires non stéroïdiens, effet secondaire en moins. Bref, vous avez toute cette biostimulation neuronale, et la biostimulation neuronale qui permet d'avoir une action antalgique très puissante et très rapide par stimulation du gate control system au niveau de la corne postérieure. Pour ne pas alourdir ma présentation, j'ai supprimé cette partie, mais à la table ronde de cet après-midi, si vous voulez savoir comment transformer votre appareil LED en centre antidouleur, j'en ai que pour quelques minutes à l'expliquer, puisque vous avez une stimulation immédiate du gate control system, la théorie de Bois-Lémézac, sur la corne postérieure. La stimulation informationnelle, ça, on le verra demain plus en détail. Vous pouvez utiliser l'énergie des LED pour stimuler par exemple des récepteurs adrénergiques, et ça vous servira dans le traitement des lipodystrophies, puisque comme vous le savez, les catécholamines se fixent sur 2 types de récepteurs, les bêta-2 adrénergiques et les alpha-2 adrénergiques. Les uns stimulent la lipolyse, on la lignée cyclase, les autres s'y opposent, mais on verra ça demain. Et vous pouvez faire une stimulation informationnelle des récepteurs adrénergiques. Voilà. Donc ça, on verra ça demain en même temps que le traitement des lipodystrophies, mais vous pouvez faire une stimulation informationnelle très importante.
des alpha 2 à l'énergie. Ça c'est pour demain. On verra, je ne savais pas qu'on avait, j'ai fait ce diaporama, je ne savais pas qu'on avait aimablement rajouté un diaporama pour demain, donc je l'ai laissé. La photoréduction extracorporelle, il faut vous y intéresser parce que les dermatologues ont déjà commencé avec la PDT. Qu'est-ce que c'est que la PDT? La photothérapie dynamique. La photothérapie dynamique a été conçue pour gérer les dysplasies cutanées, c'est-à-dire les lésions précancéreuses, et ça se passe de la façon suivante. Pour résumer, on met de l'acide amylolévulinique 5-ALA, c'est-à-dire un médicament dont le nom commercial est Lexixia, sur cette liaison précancéreuse, et on va éclairer cette lésion précancéreuse sur laquelle on a mis l'acide amylolévulinique avec des leds rouges, c'est-à-dire aux alentours de 625 nanomètres. Et il y a la théorie du photodonneur et du photoaccepteur. L'énergie des LED va activer ce médicament et traiter la lésion précancéreuse qu'on aurait été préalablement obligé de traiter chirurgicalement. Eh bien, la PIEC est à la PDT, c'est de la PDT pour l'esthétique. Bon, naturellement, on a trouvé un mot compliqué. Vous savez que la médecine est champion du monde pour exprimer en mots compliqués ce qui est très simple. Donc, photoadduction extracorporelle. Plus simple, personne n'a trouvé. Donc, on met un gel photoabsorbeur à base de chlorophylle sur la zone à illuminer, par exemple pour le traitement du vieillissement cutané, et puis la chlorophylle qui se dit très facilement en structure cutanée va absorber le rayonnement et exacerber l'effet des actifs qui sont dans le gel. Par conséquent, c'est une photoactivation et on va dans les années qui viennent sortir beaucoup de produits de PIEC qui vous permettront de faire des traitements plus performants puisque vous unirez le traitement photonique au traitement biochimique grâce à cette PIEC. Alors, pour terminer, les modalités, non, c'est pas pour terminer, il y a encore les modalités, je l'ai oublié, les applications cliniques. Alors, il y a quelques indications en fonction de la littérature, bien entendu. Je vais les résumer, mais on pourra en reparler lors de la table ronde, ce sera plus facile. Le rouge, c'est le rayon qui pénètre le plus. Donc, c'est le fibroblast, c'est le rayon du fibroblast. C'est la cicatrisation, c'est la régénération cutanée, le traitement des vergetures, la stimulation microvasculaire, c'est le rouge. Le jaune, je vous en ai parlé, le docteur Vinon, elle le dit très bien avec le jaune pour tout ce qui est rouge. Le vert, c'est la mélanine, c'est un effet alimentaire, mais c'est également l'effet antalgique. Et puis le bleu, eh bien, c'est le traitement de l'acné. C'est le rayon qui pénètre le moins, mais ce n'est pas grave, puisque c'est épidermique, c'est le traitement de l'acné. Comme vous le savez, la bactérie Propionibacterium acnes, c'est difficile à dire, contient une porphyrine, laquelle porphyrine est activable par les LED qui la détruit, et par conséquent, c'est pour ça que les ados se passent un petit appareil qui a la forme d'un rasoir électrique et qui contient les LED bleus et qui permet de détruire cette porphyrine et par conséquent de détruire la bactérie de l'acné. En plus, comme ils ont 15 ans, ils ont l'impression de se passer le rasoir électrique comme leur papa, et ils le font avec beaucoup de plaisir, en pensant qu'ils se rasent. Ils ne savent pas que c'est une contrainte qui durera toute la vie. Ils ne le savent pas encore. Bien. Ceci est important. Deux modes d'irradiation. Le mode continu et le mode impulsionnel. Souvenez-vous qu'on a commencé en disant que la lumière avait un caractère ondulatoire et un caractère corpusculaire. Eh bien, le mode continu, c'est privilégier le caractère corpusculaire. C'est privilégier le transport de l'énergie sans contact entre la lumière et la matière. Tandis que le mode impulsionnel, c'est l'effet électromagnétique. Donc, selon ce que vous ferez, vous allez privilégier l'un et l'autre. Il faudra donc connaître les deux. Le mode continu, c'est celui qui permet, lorsque le rayon a commencé, de ne pas s'arrêter. Voilà. Et l'énergie continue. C'est le mode corpusculaire. C'est le mode corpusculaire. Si vous faites ça, ce qui vous intéresse, c'est de passer un maximum d'énergie. Je ne dis pas que le mode électromagnétique vous concerne moins, mais il est moins privilégié que dans ce mode. En revanche, si vous faites de l'impulsionnel, alors votre souci premier n'est plus ce caractère corpusculaire, mais ce caractère ondulatoire de la lumière. Donc vous allez... Alors
clignoter la LED, si j'ose dire, si je peux employer cette expression un peu pas très scientifique. Vous allez faire clignoter la LED car vous allez avoir des temps de travail et des temps de repos. Donc vous allez privilégier le mode électromagnétique sur les cellules. Vous aurez l'effet électromagnétique des ondes électromagnétiques et non plus tellement le caractère corpusculaire. Il faudra alterner les deux, bien sûr, mais en fonction de ce que vous voulez obtenir, eh bien, vous utiliserez l'un ou l'autre. Et la littérature est très riche d'exemples dans les deux cas. Attention à la dosimétrie. La puissance est 1 joule par seconde et l'intensité est l'énergie. Et puis, il faut tenir compte de l'intensité énergétique du rayonnement et également de l'angle d'émission dont on va reparler dans une minute. Attention à la sécurité des yeux. Il y a une dame hier qui a subi un effet de luminance qui est fort heureusement réversible, mais la luminance, c'est l'éclat perçu par l'œil humain. C'est l'intensité lumineuse. C'est l'intensité lumineuse, alors là, qui se mesure, alors pour une fois, ça sera quelque chose en candela, dans le système MKS, en Still, dans le système LGS. Ce pauvre Still, ce physicien anglais qui a passé sa vie à étudier la luminance des corps. Alors ça peut éblouir. En fait, c'est un effet d'éblouissement réversible, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de lésion de la rétine. Comment éviter cet éblouissement? Il y a deux solutions. Si vous êtes un physicien averti, vous pouvez calculer les seuils de luminance où chaque longueur d'onde, je pourrais vous donner la formule mathématique, elle est complexe, mais certains accros l'aiment bien. La plus simple, qui ne vous permet aucun calcul, c'est de mettre des coques sur les yeux. Le métal ne laisse pas passer la lumière, des coques sur les yeux. J'ai bien dit des coques, et non pas des lumières en plastique, et non pas des lunettes en plastique. Des coques métalliques sur les yeux, vous n'avez pas besoin de calculer la luminance, et vous n'aurez pas d'effet d'éblouissement. Vous-même, si vous faites des lettres toute la journée, portez des lunettes laser, parce que le soir, vous aurez mal à la tête. Alors, si vous achetez des lettres, voici, c'est un petit détail que je vous donne, voici les 4 exigences que vous devez avoir, quelle que soit la marque que vous achetez, bien entendu. Si vous achetez des LED, il faut impérativement que vous ayez ces 4 choses, ou alors vous vous faites voler. C'est clair. Je dis parce que je voudrais bien qu'on me démontre le contraire. Si vous achetez des LED, il faut que le fournisseur vous garantisse que les LED qui constituent l'appareil soient sans UV. C'est très important. C'est très important parce que vous êtes là pour soigner les gens et non pas pour favoriser le cancer cutané. Bon, vous allez me dire qu'un petit vasocellulaire, c'est pas méchant, mais tout de même, il n'y a pas besoin. Bon. Alors, exigez qu'on vous garantisse que les LED sont sans UV. Attention à cela. Il n'y a pas beaucoup de marques qui sont sans UV. Personnellement, j'en connais 2. La marque Osram, qui est une marque allemande, et la marque Philips, bien entendu, qui est une marque néerlandaise. Mais je fais très régulièrement mon enseignement en Chine, et je vais 3 fois par an en Chine pour enseigner, et 1 fois par an à Taïwan. Et la dernière fois que j'étais à Taïwan, j'ai vu des LED vendus au kilo, parce que ça permettait de ne pas les compter. Alors évidemment, elles étaient pour UV. Attention de ne pas vous faire enfumer avec des LED qui ne sont pas garantis sans UV. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne, ça n'engage que moi. Exigez d'avoir des LED CMS, ou SMD si vous le dites en anglais. SMD, Single Mounted Device. CMS, ça veut dire composants montés en surface. Donc ça veut dire que ça ne sera pas les mêmes LED que celles qui éclairent votre salon ou la planche de bord de votre voiture. C'est une technique d'abrasion sur la plaque électronique qui permet de ne pas perdre d'énergie entre le semi-conducteur et l'alimentation. Sinon, vos LED, ça sert pour la planche de bord de votre voiture où la puissance n'a pas une grande importance. Donc, exigez des LED CMS, ou SMD si vous voulez dire en anglais, ça fait mieux. Exigez un mode d'émission de 120 degrés. Parce que si vous avez un mode d'émission inférieur, naturellement, vous n'allez pas éclairer la totalité de la surface que vous voulez traiter. Donc assurez-vous que la surface d'émission est de 120 degrés. Et puis, dernier point, assurez-vous que l'IRC est élevé. L'IRC, c'est l'indice de rendu des couleurs. Ça veut dire que pour chaque couleur du spectre visible, on a un rendement électromagnétique que l'on peut calculer. Je prends toujours une comparaison qui n'est pas du tout scientifique, pardonnez-moi, mais ça va faire plus court. Quand vous êtes dans un tunnel autoroutier, vous êtes éclairé par une lumière jaune un peu blafarde. Eh bien, cette lumière jaune un peu blafarde, c'est parce que l'IRC est de 20 ou 30.
n'est pas faite pour vous éclairer, elle est faite pour vous repérer, ce qui est différent. Mais vous, quand vous soignez, vous avez besoin que chaque couleur, chaque longueur d'onde soit efficace. Donc il vous faut un IRC élevé. Voilà, de mon point de vue, encore une fois, ça n'engage que moi, de mon point de vue, les 4 exigences que vous devez avoir quand vous achetez des LED. Toutes marques confondues. Bien entendu, avant de faire cet exposé, je me suis assuré que l'appareil qu'on vous présente répond à ces 4 conditions, car je ne voulais pas me faire écharper à la sortie. Alors, on m'a demandé de vous faire quelques diapos sur le concept de Régie Light, à l'origine duquel j'ai travaillé. Alors, l'appareillage est un appareillage extrêmement élaboré. Je ne peux pas dire autre chose parce que je le pense et que c'est la vérité et que j'attendrai qu'on me demande le contraire, c'est la plus belle LED du monde à l'heure actuelle. Alors, il y a 1512 LED par volet, multiplié par 2 si vous prenez avec 2 volets. Vous avez un écran de commande tactile, bien sûr, vous avez 25 programmes enregistrés, mais vous avez un programme expert qui vous permet de monter votre propre programme si l'un des 25 ne vous convient pas. Vous avez 10 couleurs RGB et vous avez un infrarouge. Attention, les LED ont changé depuis 2 ou 3 ans. On avait jusqu'à il y a 3 ans des LED monochromatiques. C'est-à-dire qu'un peu comme le laser, on n'était pas libre de la couleur. On avait par exemple dans un appareil LED 3 couleurs. En général, rouge, jaune, bleu. C'était déjà très bien. Je ne critique naturellement pas cela. C'était déjà très bien. Mais c'est fini. C'était avant, comme dit la publicité. Maintenant, on a les LED RGB qui sont dans la même capsule. Et ces LED RGB, rouge, vert, bleu, permettent de faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On a mis dans cet appareil 10 couleurs RGB plus un infrarouge, on aurait pu en mettre 200, 250, 300, 350. Ce n'était pas un problème. Ça ne servait à rien, mais ce n'était pas un problème. Maintenant, on affine à la longueur d'onde ce qu'on veut grâce au RGB. On a un amplificateur de photons, une pièce. On va regarder cela. Alors voilà les longueurs d'onde dont vous disposez. Voilà les 10 longueurs d'onde dont vous disposez. Je vous ai dit les longueurs d'onde qui correspondent, sauf le magenta, puisqu'en physique quantique, le magenta n'existe pas. Le magenta ne répond à aucune longueur d'onde. C'est une particularité de cette couleur, qui est un mélange à 100% du rouge et du bleu. Et puis nous avons un infrarouge, bien entendu, sinon ça ne serait pas complet. Alors regardez les caractéristiques. Regardez la machine de guerre. Regardez les caractéristiques. Vous avez dans le rouge 87 mW par centimètre carré. Dans le vert, 47 mW par centimètre carré. 87, 47. Vous avez dans le bleu 160 mW par centimètre carré. Et vous avez dans l'infrarouge 25 mW par centimètre carré, qui compense bien sûr le caractère infrarouge de la lumière. Ce qui fait que, si vous faites le total pour 1512 LED, et sur 600 cm², vous avez 319 mW par centimètre carré. Pour vous donner un rapport, les appareils de LED monochromatiques qui existaient avant étaient à 41 mW par centimètre carré. 41 mW par centimètre carré, on est passé de 41 à 319. Alors vous allez me dire à quoi sert la puissance. La puissance, c'est le confort du praticien et le confort du patient. On fait la même chose avec 1 mW en 10 minutes qu'avec 10 mW en 1 minute. Donc si vous ne voulez pas que ça dure trop longtemps, et si vous voulez que la rotation soit importante et que l'immobilisation du patient ne soit pas trop longue, parce que ça l'amuse que moyennement, eh bien, il faut avoir de la puissance pour raccourcir le temps. Donc, on a multiplié par 10. On a un écran tactile, bien sûr, qui vous permet d'appeler les programmes. Bon, ça, c'est de la technique, mais c'est une commodité. Et alors, là, voilà, on peut sélectionner les programmes un par un, très facile, sauf le programme expert que vous composez vous-même. Et voilà, par exemple, le type de programme que l'on a mis dans l'appareil, en mettant le programme, les indications, le nombre de séquences, les couleurs, la durée et la fréquence éventuelle. Voilà, comme ça vous êtes complètement, vous savez exactement ce que vous faites, vous ne vendez pas votre âme à la machine, vous savez exactement ce que vous faites, vous savez que si vous êtes sur l'hypogène, vous allez avoir 5 séquences avec un mélange de couleurs selon les numéros que je vais affecter, et à un moment donné, vous voyez que vous passez du corpusculaire à l'impulsionnel en passant de 10 à 50 par exemple. Mais vous savez très exactement ce que vous faites grâce à la description de ces programmes. Alors l'irradiance.
l'irradiance dont on entend parler. Alors vous pouvez avoir vos propres idées. Quand vous faites de l'héparine avec une seringue électrique, vous pouvez décider de mettre une forte dose d'héparine que vous passerez sur un temps très long. Et puis vous pouvez décider, c'est votre responsabilité thérapeutique, de mettre une dose moins importante que vous passerez dans un temps très court. Eh bien, c'est très exactement ce qu'on a fait. On a fait la seringue électrique sur le régulin. Vous pouvez décider que ça dure 15 minutes. Et dans ce cas-là, l'appareil calculera très exactement le nombre de joules qui passent. 74,37 en l'occurrence. Et puis pour des raisons qui vous regardent, vous êtes médecin, c'est vous qui décidez, vous pouvez décider que vous voulez passer tant de joules, parce que vous avez lu dans un article que telle indication répondait à tant de joules. Eh bien, vous affichez le nombre de joules, et l'appareil vous calculera très exactement le temps que ça dure. Étant entendu que par défaut, il est réglé à 80% de la puissance pour des raisons de sécurité, et que vous pouvez naturellement modifier cela pour le mettre à 100% de la puissance, à 50% de la puissance que vous voulez. Mais il y a deux voies d'entrée, soit le temps, vous affichez le temps, je veux que mon malade reste 10 minutes, vous saurez le nombre de joules qu'il recevra dans l'irradiance. Vous voulez dire, j'ai lu un article du docteur Attel qui me disait que dans son indication, il travaillait avec 80 joules. Très bien, vous mettez 80 joules et l'appareil vous calculera le temps. C'est une innovation majeure pour le confort du praticien. Il y a ce qu'on appelle un accélérateur de photons, qui est un terme impropre, mais il est passé dans le langage courant. En fait, on a mis un système, un tunnel électromagnétique supplémentaire dans chaque volet, il y en a 3 dans chaque volet, qui est un amplificateur photonique qui va concentrer les photons. L'accélérateur de photons est un terme impropre. Pourquoi? Parce qu'on n'accélère pas les photons dans la vitesse de la lumière. C'est toujours 3 multiplié par 10 puissance 8 par seconde. Mais on peut les concentrer. Donc on a un amplificateur photonique qui est présent dans tous les volets 3 fois et qui est un gros avantage. L'intérêt du dispositif, eh bien, vous voyez, c'est qu'on a une augmentation du rendement. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à augmenter le rendement et la pénétration. C'est ce qu'on arrive avec les champs de torsion, le fameux champ de torsion électromagnétique, droit ou gauche, avec cet amplificateur de photons. On a une pièce à main, vous pouvez avoir envie de faire une région, par exemple, sur une cicatrice, on m'a posé la question hier, sur une cicatrice très particulière, vous ne voulez ne pas vous servir du volet, vous pouvez vous servir du volet, mais avoir une action extrêmement précise, point par point, sur une cicatrice, sur une ride, ce que vous voulez, et dans ce cas-là, il y a une pièce à main Bluetooth qui n'est pas reliée par un fil à l'appareil et qui répond aux mêmes caractéristiques de temps et d'énergie. Voilà, pour terminer, un petit peu de littérature. La littérature est immense, je ne vais donc pas vous faire une revue de littérature. Si ça vous intéresse, je vous recommande ces travaux de Princesse, la publication de Robert Weiss, parce que c'est la publication inaugurale, l'étude de Madame Boisnik, de Cécile Boisnik, à la Salpêtrière sur les vergetures, dont M. Barrand pourra vous fournir un tiré à part, et la publication qui est une somme, en fait, de Cartier, le chef du service de la dermatologie d'Arras, Damien, qui ne savait pas quoi faire de ses internes et qui leur a fait faire toute la littérature mondiale sur les LED et ce qui est assez intéressant, ce qui est disponible dans la... Dominique, tu évoques l'étude de Weiss. Weiss, en 2004, est le premier à écrire qu'avec les LED, pour la première fois au monde, on est capable de ralentir la destruction du collagène tout en stimulant sa production. 2004. C'est tout à fait ce que je voulais dire en disant que c'était l'article inaugural. Voilà. En médecine, on parle d'article inaugural. Mais comme je sais que tu leur fourniras, il n'y a pas de... Voilà quelques iconographies pour terminer. Ce sont des iconographies qui appartiennent à des collections privées, que je cite. Donc voici le docteur Vigneron, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a publié ça sur une chirurgie mammaire qui ne voulait pas cicatriser au bout de 8 mois. Je regrette beaucoup que Vigneron n'ait pas publié sa photo, donc je ne peux pas la montrer puisqu'elle n'est pas publiée à S5, car s'il l'avait publiée à S5, il a oublié de le faire, eh bien vous ne verriez plus aucune cicatrice. Vous voyez déjà l'amélioration à la deuxième séance. Voici sur les vergetures encore dans la collection du docteur Vigneron, mais on va inclure prochainement dans cette série l'iconographie du docteur Donat, qui me les a montrées hier, mais qui malheureusement n'était pas utilisable pour
ce diaporama, mais elle pourra vous les montrer cet après-midi lors de la table ronde, car le docteur Donat a obtenu des effets encore supérieurs à celui que je vous montre. Ça va très bien en 4 séances. Voici quelque chose de très impressionnant qui est dû à Madame Pelletier. Michel Pelletier est dermatologue à Toulon et c'est la présidente de la LED Academy. Et voilà ce qu'elle a obtenu sur une ulcère variqueux qui résistait depuis 4 ans. Et en 5 séances, elle a pratiquement réglé le problème. Madame Pelletier, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est assez important et qui est réputé pour son honnêteté et sa rigueur scientifique. Voici encore, je crois que ce sera l'avant-dernière, une cicatrice de thyroïdectomie, toujours du docteur Vigneron, en 5 séances, et la cicatrice existait depuis 2 ans, donc il l'a réglée en 5 séances dans des conditions satisfaisantes. Et puis lors de l'avant-dernière session de ce séminaire, il y avait Laurent Henry qui était dans la salle et qui m'a envoyé ce qu'il avait obtenu sur une cicatrice de maladie du Dupuytren opérée récemment. Vous savez que les Dupuytren, c'est l'enfer pour la cicatrisation à cause de la flexion palmaire. Eh bien, en 2 séances, il a réglé le problème de cette cicatrice. Donc, c'est pour rendre hommage à son travail que j'ai rajouté cette Voilà, en conclusion, je voudrais conclure en disant que le XXe siècle avait physiquement expliqué la lumière, le XXIe siècle va la révéler comme une médecine de pointe. Pour ma part, j'espère vous avoir apporté la lumière et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.